Alors, bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Vous êtes en compagnie de Jean-William. Et de Mike. On vous a préparé un super épisode très intéressant, chargé en informations, mais très digeste, ça va être le fun. Donc, on est en compagnie de Marie-Élise Sanson, agronome et professeure adjointe au département des sols et génie agroalimentaire à l'Université Laval. Également accompagné de Étienne Hiergeau, donc professeur agrégé à l'Institut national de la recherche scientifique. Yes. C'était un épisode passionnant. On a plongé dans un monde invisible, puis grâce à eux, on a pu observer un peu, savoir comprendre ce qui se passe là, dans nos sols. Exactement. Donc, c'est ça, l'épisode portait vraiment sur le sol, les dynamiques, aussi l'état des sols actuellement au Québec, comprendre c'est quoi les différents sols qui existent, puis comment on peut faire pour en prendre soin, les entretenir et avoir de meilleures pratiques. Donc, écoutez ça, c'est vraiment fascinant comme épisode. Puis, on espère que vous allez triper. Donc, bonne écoute. Salut. Bienvenue à tous et à toutes. On est présentement en compagnie de Marie-Élise et d'Étienne Hiergeau. Merci d'avoir accepté l'invitation puis de venir prendre du temps, dans le fond, pour nous jaser. On apprécie vraiment ça. C'est super apprécié. Puis, on va se lancer sans plus attendre. On aimerait ça, dans le fond, poser en premier que nous avons en ce moment avec nous 2 chercheurs des sols. Qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, là? Puis, sur quoi portent vos recherches actuellement? Oui, ben je peux me lancer en premier. Yes. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la science, particulièrement les sciences de la vie, mais comme toute bonne jeune adulte qui se respecte, je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça dans la vie. Puis entre le cégep et l'université, j'ai pris une année pour aller voyager, puis ça m'a amené à passer 6 mois sur un ranch dans l'Outback en Australie. Wow, ouais. OK. On imagine les paysages, c'est merveilleux. Ah oui, c'est quelque chose. Fait que c'est ça, ça a été parmi les plus beaux mois de ma vie, fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'agriculture. Quand je suis rentrée au Québec, ben là, je me suis inscrite en agronomie à l'Université Laval. Puis ensuite, ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin jusqu'au poste que j'occupe aujourd'hui comme professeur-chercheur en sciences du sol. Donc moi, dans le fond, dans ma recherche, j'étudie la biogéochimie des sols. De façon plus simple, je m'intéresse en fait à l'effet des pratiques agricoles en grande culture sur les cycles du carbone et de l'azote dans les sols minéraux. Wow! Très intéressant. On a hâte d'aller plonger dans le sujet. Étienne? Ben, ouais, moi, de mon côté, j'ai toujours un intérêt pour la nature. Tu sais, ça remonte... ma famille, on a un chalet dans le nord de Montréal, puis je passais mes étés là après. L'école finissait là, à Saint-Jean, on allait au chalet, puis je passais tout l'été là avec ma mère, puis ma grand-mère. Puis là, là-bas, tu sais, j'étais tout le temps dans la nature. Puis aussi, il y a des énormes pins blancs, puis ça m'a toujours fasciné de voir comment... une chose aussi énorme peut vivre. Puis là, petit à petit aussi, j'ai commencé à remarquer d'autres choses comme les champignons. Il y avait des champignons qui poussaient, puis ça m'a aiguillé petit à petit vers un intérêt pour toute la vie du sol. Tout, ça se décompose. Il y a des feuilles qui tombent, il y a des aiguilles de pin, puis là, il y a des champignons qui se mélangent avec ça. Puis là, ben c'est ça, de petit à petit, je me suis spécialisé là-dedans, regarder les microbes qui sont dans le sol, dont les champignons font partie. Là. Puis ça m'a mené à où est-ce que je suis maintenant. Je suis un professeur agrégé à l'Institut national de recherche scientifique, puis je me spécialise dans l'écologie microbienne des sols et des plantes. Fait qu'en gros, c'est l'interaction entre les microbes entre eux, puis entre la plante, puis aussi avec la matrice du sol, là, qui est leur milieu de vie. Super intéressant. Je pense que avant de plonger vraiment plus avant encore dans ce sujet-là, on aimerait ça, tu sais, toi, Marie-Élise, tu avais commencé à l'aborder un petit peu, mais comprendre c'est quoi vos motivations profondes, puis c'était quoi un peu les aspirations, dans le fond, que vous aviez en vous lançant dans ce domaine-là, tu sais. Oui, bien, en tout cas, moi, j'ai le très grand privilège, je trouve, là, d'avoir une carrière qui me permet de me sentir vraiment sur mon X, là, au niveau professionnel. Wow. Ce que je fais au quotidien, j'ai le bonheur que ce soit en phase, finalement, avec à la fois mes valeurs puis mes aspirations. Parce que, tu sais, dans le fond, au quotidien, ce que j'essaie de faire, c'est développer, contribuer au développement d'une agriculture, tu sais, qui soit à la fois, oui, productive, mais durable et résiliente, puis qui permette de respecter à la fois les sols, puis l'environnement aussi dans lequel évoluent les sols, dans lequel l'homme évolue aussi. Puis, en plus, j'ai le grand privilège aussi de contribuer à la formation de la relève, à la formation des jeunes agronomes. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une partie très gratifiante là, de mon travail, d'avoir cet échange-là là, constant avec les jeunes, puis avec la relève en agriculture. Très beau, ça. Ben ouais, moi tu sais,
je sais pas si tu as vécu ça toi aussi dans tes études, tu penses, je vais changer le monde. Ouais, tu commences ton doctorat, tu es comme, je vais changer le monde. Puis là, après 4 ans de travaux, tu es comme, Qu'est-ce que j'ai changé? Tu as fait peut-être un petit incrément, parce que c'est ça le critère pour avoir ton doctorat. Il faut que tu aies fait un petit incrément, mais tu n'as pas changé le monde. Là. Mais, disons, mes attentes sont un peu plus basses maintenant. Mais c'est surtout, comme tu as dit, ça, je suis d'accord, la formation. Fait que c'est vraiment à travers mon mentorat avec mes étudiants qui vont, eux autres, devenir des chercheurs que je pense que mon influence c'est un peu un truc pyramidal. Là, j'ai plusieurs étudiants, puis eux autres vont pouvoir transmettre puis continuer à... On est dans l'enseignement pyramidal, non dans la vente pyramidale. Non, il n'y a rien à vendre. Nice. Pour terminer un peu dans cette espèce de people moment-là qu'on est en train d'avoir, on va juste vous demander, dans le fond, si vous êtes en mesure d'identifier dans votre vie, justement, un moment on pourrait qualifier ensemble là, comme épiphanique. Oui. Épiphanique. Écoute, moi, je te parlais de justement quand j'étais jeune, mais c'est pas une épiphanie, c'est une longue réalisation. Y a pas, on imagine des fois les chercheurs là, sont comme Eureka. C'est ça. Je sais pas, là, tranquillement, que tu te spécialises dans quelque chose, que tu t'intéresses à fond à quelque chose, puis là que ça devient vraiment intéressant, que tu es un peu aux limites de la connaissance, mais il y a pas, je pourrais pas dire un moment que j'ai fait comme pas encore, peut-être. Ouais. Il me reste encore quelques années de carrière. Mais je trouve ça intéressant quand même, le point que tu dis. Des fois, tu réalises que tu en arrives aux limites de la connaissance. Puis juste ça me donnait un espèce de petit frisson là, de me dire comme, hey, t'es dans vraiment des chemins inconnus. C'est quelque chose là-dedans de fort aussi. En fait, en tant que chercheur, c'est ça, faut que tu recherches activement la sensation d'être un idiot. C'est bien dit, ça. C'est ça que si tu connais tout, tu n'es pas dans la zone où est-ce que tu devrais être, où est-ce que tu fais avancer les connaissances. Fait que, en fait, le gros de mon travail, c'est de trouver une question à répondre. C'est pas d'avoir déjà des réponses, c'est de trouver la question. Ça, c'est ça. Comme ça, j'entrevois la chose. Je sais pas toi. Moi, j'en ai une épiphanie. Chanceux. C'est un virage, dans le fond, mais qui a finalement changé tout le cours de ma vie, là, si je peux le dire comme ça. Mais, effectivement, quand je suis rentrée à l'Université Laval en agronomie, après être allée en Australie, c'était une production de bovins de boucherie, puis de viande d'agneau. Puis moi, je montais à cheval depuis que j'étais toute petite, fait que je passais tous mes week-ends à la ferme, à l'écurie, etc. Fait que quand je rentrais en agro, pour moi, c'était clair que j'allais en production animale. J'ai fait ma première année en production animale, puis en deuxième année, il me manquait un cours, fait que j'ai comme choisi un peu par défaut le cours de genèse et classification des sols. Fait que là, je me suis inscrite à ce cours-là parce qu'il fitait dans mon horaire, tu sais. Mais c'est que je ne savais pas. C'est que j'allais vivre cette espèce de moment d'épiphanie-là dans mon cours. Je me rappellerai toujours, qui était donné par Michel Caillé à l'époque. On apprenait les processus de formation des sols. Puis là, ça m'a vraiment happé tout d'un coup. Je me suis dit, mon Dieu! Mais dans le fond, là, moi, tu sais, je vais aller en production animale, mais les animaux, ils mangent des plantes, puis les plantes, ils poussent sur les sols. Fait que les sols sont comme à la base de tous nos systèmes, tout notre système agroalimentaire, finalement. Puis en plus, je regardais autour de moi, puis presque personne s'y intéressait, puis je me disais, c'est fou que la base du système, personne s'y intéresse, tu sais. Puis après ça, j'écoutais Michel Caillé expliquer tous les processus, tu sais, qui se passent dans le sol, puis qu'on voit pas si on s'y intéresse pas. Puis même si on essaie de les voir, il y en a plein qui se passent dans le microscopique. Fait que... mais toute l'imagination, là, de tout ce qui peut se passer sous nos pieds, on a l'impression que c'est juste de la saleté, mais non, c'est un univers complet. Puis pour être capable de le comprendre, il faut être capable de saisir puis d'intégrer à la fois des notions de physique, de chimie puis de biologie. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça comme... vraiment motivant, puis magnifique aussi à partir du moment où on se met à creuser des trous, là. Si vous avez jamais regardé les profils de sol, allez sur Internet, allez Soils of Canada sur Internet, où il y a des profils de sol, c'est magnifique, un podzol, un glissol, un solonette, je veux dire, la diversité est folle, puis c'est ça.
à partir du moment où on voit ça, je pense qu'on peut pas faire autrement que de se poser plein de questions sur ce qui se passe là-dedans. Ouais. Wow. Ben écoute, moi, ça m'amène plein d'autres questions. Je pense que c'est 2 premières questions. Avant de commencer, là, tu parlais de podzol. Pouvoir peut-être juste nous identifier qu'est-ce que tu viens de nommer. Puis deuxième question aussi qui me vient en tête. Rides-tu encore le cheval aujourd'hui? Oh. Ben non, malheureusement, maintenant, ben j'ai de la relève, mes 2 filles montent à cheval, par contre, ouais. Mais moi, avec l'horaire et les enfants et tout, j'ai dû vendre ma jument ouais, après ma première fille. Mais voilà. Peut-être un jour, ça reviendra, là, je me dis, ouais, quand les filles vont grandir, ça pourrait être une passion commune, qui sait. Ben oui. Puis ensuite, ben, pour ce qui est des podzols, ben, le podzol, en fait, c'est le sol qu'on a le plus au Québec. Okay. Donc, en fait, nos sols, dépendamment de leur processus de formation puis de leurs caractéristiques morphologiques, donc de quoi ils ont l'air, puis de quoi ils sont constitués, ben, on les classe dans différents groupes. Et donc, les podzols font partie là, des grands ordres de sol qu'on a au Canada, puis on en a beaucoup, beaucoup au Québec. On les cultive un peu, mais on les retrouve aussi beaucoup, beaucoup en milieu forestier. Puis ils sont super... Ben, moi, je les trouve super beaux, là, je sais pas si... mais il y a différentes couleurs. Là, à cause des processus qui se passent en surface, c'est brun foncé. Après, on a une belle couche blanche, souvent, ou grise, ou même elle peut être rosée un peu. Okay. Donc, ça fait comme presque un effet de gâteau avec du crémage. Là. Puis en dessous, c'est orangé. Puis là, il peut y avoir des marbrures aussi. Puis, donc, moi, je trouve que ce sont de très beaux sols visuellement, mais c'est juste un exemple. Là, il y a plein d'autres ordres de sols qui ont l'air d'autres choses, puis sont tout aussi magnifiques. Là. Ben merci. C'est très poétique comme image. Oui, quand même. Le gâteau, on va garder cette référence-là. Super. Ben, tu sais, je pense que justement, on commence à en parler un petit peu du sol en tant que tel. Puis, tu sais, tu commençais à l'aborder un petit peu, Marie-Élise. On pense à de la saleté, tout ça. Mais, ou même, on pense à une espèce de structure homogène. Tu sais, un sol. Mais en tant que tel, tu sais, de quoi est composé le sol? Qu'est-ce qui constitue sa complexité là, en tant que tel? Oui, bien, à la base, un sol, c'est constitué de 45 % de minéraux, 20 à 30 % d'air, 20 à 30 % d'eau, puis 5 % de matière organique. Oh, OK, quand même. Hein? Ça, c'est le bout fascinant. Je pense qu'Étienne pourrait être d'accord avec ça. Là. Oui, exact, c'est ça. Juste pour donner une image, j'avais déjà lu ça, que dans les sols, tu as les bactéries, tu as les champignons, tu as aussi les nématodes. Puis j'avais déjà lu que si tu enlevais tout ce qui est minéral, tout sur la planète, tu verrais quand même le contour des continents juste avec la biomasse de nématodes, par exemple. Wow. Ça devrait être la même chose avec les bactéries et les champignons. Juste avec toute cette biomasse-là, tu verrais quand même assez bien les continents. À l'œil nu, là. Wow. Ouais. Il faut, dans une cuillère à thé de sol, il y a plus de micro-organismes qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète. C'est fou, là. C'est un monde complet. Puis, il y a des chiffres aussi qui sont sortis récemment, je ne sais pas si tu les as vus, mais ils disent qu'un quart de la biodiversité de la planète se trouverait en fait dans les sols. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment le siège d'une biodiversité là, foisonnante. Puis, c'est des écosystèmes qui sont complets là, en eux-mêmes. Puis, c'est ce qui fait aussi que chaque sol, justement, a sa signature. Tu sais, on parlait tantôt de podzols, mais tous les podzols sont différents. Chaque sol est vraiment unique. C'est un écosystème en soi. Wow. Non, exact. C'est ça. Il y a des chiffres, là, tu peux dire, il y a juste les bactéries, tu as 10 000 différentes espèces dans ta cuillère à thé de sol. Fait que là, tu as toutes sortes d'organismes qui font toutes sortes de fonctions. Tout le cyclage de la matière organique, le cyclage des nutriments, tout ça, c'est microbien. Puis, c'est vraiment comme un genre d'engin bio-géochimique qui je dis le mot anglais, qui drive tous les écosystèmes. Si tu arrêtes ça, si tu arrêtes tout ce qui est vie du sol, ben après ça, les écosystèmes arrêtent. Là. Tu vas avoir une accumulation de matière organique, on va en avoir jusque par-dessus la tête, puis après ça tout va mourir parce que les éléments ne seront plus recyclés. C'est fou, hein? C'est vraiment... c'est tellement fascinant, puis j'imagine juste... le travail de se dire, OK, on va essayer de comprendre les fonctions de toutes ces petites bébites-là, puis de comprendre leur interaction entre ça. Je me dis, quel travail immense. Titanesque, là, rien de moins. Là. Puis c'est complètement fascinant. J'aimerais ça même comprendre aussi, puis pour tous ceux qui nous écoutent, tu sais, là, on a parlé aussi, on a nommé les nématodes. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu sur ça, puis comprendre un peu leurs fonctions, les groupes, tu sais?
Ben, tu sais, je suis pas un expert en nématodes. Mais grossièrement... Je peux dire en gros, c'est des petits vers là, microscopiques qui sont dans le sol, puis ils ont différentes fonctions. Il y en a qui mangent des bactéries, fait qu'ils vont recycler les bactéries, vont recycler les nutriments dans les bactéries. Il y en a d'autres qui mangent des champignons. Il y en a qui sont des pathogènes de plantes aussi. Okay. Il y en a qui sont bien connus là, dans les cultures qui causent des problèmes. Donc, ils ont différents rôles écologiques qui sont, dans des... Disons, c'est... si on voit les bactéries, c'est comme la base de l'écosystème, là, tu as les nématodes, c'est des niveaux un peu supérieurs, qu'eux autres sont comme un peu des prédateurs des bactéries. T'sais. OK. J'avais déjà entendu dire, puis corrige-moi si je me trompe ou si c'est trop vulgarisé, mais que les petits nématodes servaient un peu de taxi aux nutriments. Donc, à certains trucs qui sont immobiles, mais eux, ils sont mobiles, fait qu'ils se promènent puis ils amènent des nutriments ailleurs dans ça. C'est-tu une image qu'on peut se donner? Ou? Oui, ben ouais, c'est une excellente image. J'aurais dû dire ça. Nice. Non, ben c'est ça. Fait que, on comprend, là, c'est une immense complexité, puis j'imagine que vous nous aidez à nous éclairer aujourd'hui là-dessus. Ben oui, absolument. Puis... Tu y vas, j'y vais? Ouais, vas-y. Bon, je vais aller. Justement, on voulait savoir un petit peu, ben là, on en a parlé tantôt, je m'excuse, je vais comme... Pourrais-tu me rementionner le terme que tu as dit là, au niveau, quand tu faisais l'image du gâteau, c'est ça, j'ai déjà... Le puzzle? Le puzzle, oui. Puzzle. Mais c'est ça, tu me parlais que ça, c'était quelque chose qu'on avait, qui était très commun au Québec. Mais justement, ce serait quoi les types de sols les plus communs au Québec? Puis aussi, comment ils se sont formés? Comment ils sont arrivés à être dans l'état où ils sont aujourd'hui? Je vais me permettre de répondre. Je peux pas répondre. Tu peux diriger. Ben, maintenant, moi, à l'université, j'ai le très grand privilège d'occuper la place du professeur qui m'a donné la piqûre pour les sols. Donc, je donne le cours de genèse et classification des sols. Ça va boucler la boucle. Oui, tout à fait. Donc, je peux me permettre de répondre à cette question-là. Donc, l'histoire fascinante de la formation des sols commence quand même il y a 450 millions d'années. Wow. Donc, à une époque où il y avait de la vie seulement dans les océans, puis pas encore sur Terre, si on peut dire Terre, sur les roches, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, la vie commence à arriver sur la Terre, sur les affleurements rocheux, à partir du moment où, dans la mer, il y a une association symbiotique qui se fait entre une algue et un champignon pour former ce qu'on appelle un lichen. Fait qu'à partir de ce moment-là, le petit lichen, qui est une association d'algues et de champignons, s'installe sur les affleurements rocheux des bords de mer. Et là, la partie champignon permet de dégrader tranquillement la roche pour aller chercher les minéraux. Et la partie algue permet de faire de la photosynthèse. Alors là, on a une formation d'organismes vivants de photosynthèse qui créent de la matière organique à la surface des roches. Donc, tranquillement, ces organismes-là déposent la matière organique lorsqu'ils meurent sur la roche. Et tranquillement, la roche s'ameublit sous l'action de la partie champignon là, qui vient gruger les minéraux dans la roche. Alors là, il s'accumule la matière organique et des minéraux. Et ça, c'est ce qu'on appelle du sol. Donc là, tranquillement, il se forme du sol et ça permet le développement finalement d'organismes qui soient végétaux ou animaux plus complexes graduellement. Donc, au cours du temps. Alors, c'est vraiment ça qui est à la base, finalement, de la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis ça, l'ameublissement de la roche, c'est ce qu'on appelle les sols autochtones, donc qui se forment sur place. Et c'est un processus qui est très, très lent. Donc, on parle d'environ 1 cm de sol tous les 100 à 1000 ans. Donc, ça prend 100 à 1000 ans pour faire un petit centimètre de sol. Okay. Donc, la nature fait ça très, très tranquillement. Par contre, avec les grandes périodes glaciaires qu'on a connues, dans les millions d'années qui ont suivi, il y a eu des grandes périodes glaciaires qui ont permis de diversifier, mais aussi d'accélérer ces processus de formation des sols-là. Donc, par exemple, le processus de déplacement des glaciers sur les affleurements rocheux, ça peut venir finalement agir comme une râpe sur le roc. Et donc, ça crée des dépôts minéraux de différentes tailles qui seront laissés sur place lors de la fonte du glacier ou qui peuvent être aussi transportés avec l'eau ou le vent pour former différents types de dépôts meubles qui sont déposés alors sur le roc ou sur le sol autochtone qui est en train de se former. Et à ce moment-là, ça forme ce qu'on appelle les sols allochtones, donc des sols venant de dépôts qui ont été déplacés. Et souvent, en agriculture, on utilise plus les sols qui sont allochtones parce qu'ils sont plus profonds.
Et ben voilà, donc au Québec, on a les deux types de sols. On a beaucoup de sols autochtones sur les couverts forestiers, boucliers canadiens, une partie des Appalaches, etc. Okay. Et ben, nos sols agricoles sont beaucoup situés dans la vallée du Saint-Laurent, en fait. Puis ça, c'est en raison de la mer de Champlain. Exactement. Ah, ouais. La mer de Champlain. Un point. Ouais. C'est à peu près il y a 8000 ans. Donc, ça a permis le dépôt de sédiments qui sont très riches en argile puis en matière organique. Donc, ces dépôts-là qui sont assez profonds puis qui sont très riches en argile et en matière organique, ça fait des terres qui sont très propices à l'agriculture. Donc, la majorité de nos bonnes terres là, se retrouvent dans la vallée du Saint-Laurent. Wow! Puis c'est ça, juste pour bien comprendre ça, les sols allochtones ont juste naturellement un peu plus de profondeur parce que en plus de la surface qui était déjà là, vient se rajouter de la nouvelle matière, ce qui crée comme une profondeur supplémentaire. Oui, ben tu sais, le processus est beaucoup plus rapide quand le glacier vient gruger puis apporter des gros dépôts à la fois que le petit centimètre qui se forme au bout de 1000 ans. Là, ouais. Wow, quand même, hein? C'est vraiment incroyable. Ben oui. Puis, mais ce petit centimètre-là, je le comprends, mais je me dis, tabarouette, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle souvent de la Terre, au contraire, qui est en train de descendre puis de diminuer. Puis je me demande si on est capable, avec vous autres, un peu de dresser l'état des sols aujourd'hui face à nos pratiques agricoles. Je sais que ça va peut-être être une question plus dans ton camp, là, Marie. Ouais. Oui, ça va me faire plaisir de répondre. En fait, malheureusement, à l'international, la situation est quand même assez alarmante. On parle du tiers de nos superficies arables qui sont considérées comme dégradées. Puis parallèlement, on observe des baisses de rendement sur environ 20 de nos superficies. C'est énorme. Là, quand on pense aussi que nos connaissances, nos moyens s'améliorent, mais nos rendements diminuent sur 20 de nos superficies à l'échelle de la planète. C'est fou, surtout quand on pense que plus de 95 de ce qu'on mange provient directement ou indirectement des sols. Donc, tu sais, notre survie en dépend directement, puis c'est une ressource non renouvelable, on se rappelle. Là, c'est pas, on n'attendra pas 1000 ans pour avoir 1 centimètre de plus. Là. Donc, c'est ça. Donc, notre capacité à produire de la nourriture, finalement, elle va en déclinant, puis la population augmente de façon exponentielle. Fait qu'il y a quand même, c'est quand même relativement préoccupant. Maintenant, pour ce qui est du Québec... là, il faut dire qu'on attend les résultats de l'étude sur l'état de la santé des sols agricoles du Québec, qui a été commandée par le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, puis qui est menée par l'IRDA, l'Institut de recherche, par Marc-Olivier Gasser, entre autres. Et puis, dans le fond, là, ce qu'on entend dire jusqu'à maintenant, c'est qu'on serait à peu près sur 25 de nos superficies arables au Québec, on serait en deçà de 4 de matière organique, ce qui est à peu près considéré comme un seuil critique là, par rapport au rendement. Donc, par rapport strictement à la matière organique, 25 de nos terres là, sont problématiques potentiellement. Puis ça serait quoi, mettons, là, on parle de 4 comme étant un seuil problématique. Quel serait comme le seuil idéal ou du moins un seuil fonctionnel? Là? Chaque sol, finalement, là, son contenu en matière organique optimal. De façon générale, pour l'agriculture, on essaie de se situer au moins entre 4 et 6 En bas de 4 ce qu'on observe, c'est des pertes de rendement qui commencent à arriver. Puis ça, c'est pour la matière organique, mais tu sais, on a d'autres problèmes aussi en lien avec la santé de nos sols. Juste tout ce qui est compaction, érosion, nos terres noires, l'état des terres noires est vraiment critique. Là, on perd des centimètres de terres noires à chaque année. Les producteurs, ils sont très... alarmés. Oui, ils sont très alarmés par ça. Là. Eux, c'est ça, c'est leur gagne-pain qui voit s'en aller sous leurs yeux. Là. Fait que... C'est des préoccupations assez importantes. Là. Je regardais même aussi récemment dans le Bas-Saint-Laurent les courbes de rendement. Là. On voit des rendements à la baisse dans le Bas-Saint-Laurent depuis les années 2010. Puis c'est ça. On est pas mal sûr que c'est lié à des préoccupations par rapport au sol, que ce soit des questions de structure, compaction, etc. Descendre des niveaux de matière organique aussi. Puis malheureusement, au Québec, dans l'est du Canada, en ce moment, on est vraiment aussi en dynamique de perte. Donc, nos sols sont en train de perdre du carbone, de perdre la matière organique. Donc, ils agissent comme des sources de gaz à effet de serre. Puis, en plus, c'est pas bon pour la durabilité non plus au niveau de la productivité. Puis là, ces sources-là de CO2, dans le sens, est-ce qu'on parle juste de terre agricole ou c'est un phénomène qu'on peut observer? Je sais que ça va peut-être sortir un petit peu de ton champ d'expertise, mais c'est un phénomène qu'on observe même dans les sols forestiers ou c'est comme c'est partout? Oui, je sais pas, Étienne, si... Non, vas-y. T'es bien parti. T'es bien parti. Je connais ça, le carbone, moi. On arrive vers toi, Étienne. Naturellement, on va revenir vers toi. Faire rien pour attendre. C'est ça.
Oui, c'est ça. Bon, ben, c'est sûr que dans les sols agricoles, c'est une coche au-dessus. Le fait de labourer la terre, de prendre un milieu naturel puis de le mettre en milieu anthropisé qu'on va aller travailler avec beaucoup moins de diversité aussi puis de quantité de biomasse produite puis de diversité dans la biomasse végétale produite, ça a un effet très, très important sur le stock de carbone du sol. Fait qu'en général, on dit qu'il y a de 20 à 70 % moins de carbone dans un sol cultivé que dans son homologue sous couvert naturel, que ce soit une prairie naturelle ou une forêt. Après, par contre, il y a la notion des changements climatiques qui ne vient pas nous aider, nous, au Québec et au Canada, parce qu'en général, dans le fond, les stocks de carbone sont très, très importants sous nos latitudes, en raison notamment des conditions froides et humides. Fait que c'est comme si on mettait la matière organique au frigidaire, parce que dans le sol, c'est froid, c'est humide, fait que ça conserve la matière organique, ça ralentit la dégradation. Et donc, on a des stocks de carbone qui sont très, très importants dans nos forêts et dans nos tourbières. On a énormément de milieux humides qui sont très, très riches en carbone, même le pergélisol là, dans le nord du pays, qui est très, très riche en carbone aussi, qui est là depuis très longtemps, qui est stabilisé, mais c'est en raison des températures. Donc, à partir du moment où on augmente les températures du sol, les micro-organismes s'activent, ils se mettent à minéraliser la matière organique, il y a de la respiration qui se fait, puis lorsque la matière organique est minéralisée et respirée par les micro-organismes, ben là, ça se met à émettre du dioxyde de carbone. Donc, on s'attend à ce qu'avec les changements climatiques, peu importe que ce soit un sol agricole, forestier ou une tourbière ou le pergélisol, que nos sols se mettent à agir là, comme des sources de dioxyde de carbone pour l'atmosphère. Ouais. OK. Donc, parfait. Mais tu sais, c'est bien parfait, en fait. Ouais. C'est alarmant, c'est alarmant. Ça pendant Super! Ouais, c'est ça. Ça va très bien. Non, mais je me demandais justement, tu sais, comment, c'est quoi un peu justement comment on peut agir face à ça, tu sais, je me disais, justement, on parle de perte de matière organique dans les sols cultivables, tu sais, nous, on sait qu'il existe des techniques pour venir faire des apports en matière organique, mais est-ce que c'est assez? C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tel, tu sais? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, mais après, c'est sûr qu'il faut repenser un peu les systèmes. En agriculture, on a toujours aimé ça, que ça soit bien droit, bien propre, l'entre-rang, bien propre, juste la culture principale. Puis c'est correct, ça a été de même parce que ça marchait, c'était ça le modèle. Puis en même temps, on travaillait avec des sols qui avaient été mis en culture plus récemment aussi. Donc, c'est des sols qui avaient beaucoup d'argent sur la marge de crédit, tu sais. Fait que là, on a utilisé la marge, mais quand on fait jamais de remboursement, ben on va finir avec des intérêts. Donc là, on commence à sentir là, le poids des intérêts sur les pratiques qu'on a fait pendant des décennies. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est sûr que, notamment pour le contenu en matière organique du sol, ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment venir augmenter la quantité de photosynthèse par unité de surface, tant dans le temps que dans l'espace, puis venir aussi améliorer la biodiversité, la diversité des systèmes, dans le fond. Fait que au niveau des rotations, au niveau des cultures de couverture, on veut de la diversité, puis on veut un sol qui est couvert le plus possible, de façon à faire le plus possible de photosynthèse, donc de formation de matière organique par unité de surface. Un sol à nu, on n'en veut pas. Après, c'est vite dit. C'est facile à dire. Mais tu sais, concrètement, pour les producteurs, autant pour les producteurs qu'il y a des défis agronomiques encore. Là, je veux dire, nos systèmes de culture n'ont pas été développés comme ça. Il faut les repenser. Ici, on a à vivre avec aussi un système particulier qui fait que nos saisons de production sont courtes. Pour les producteurs, faire des cultures intercalaires à la dérobée, tu sais, s'assurer que ça pogne, que ça monte assez, mais pas trop, venir détruire ça au printemps. Tu sais, il y a beaucoup encore là, de recherche, de fine-tuning, d'essais-erreurs à faire pour vraiment venir optimiser là, ces nouvelles méthodes-là de production. Par contre, la chose qui coûte pas cher et qui est pas compliquée, c'est de sortir sa pelle. La pelle, là, la pelle, ça, je pense que parce que, tu sais, même un sol, même en monoculture, là, ton sol va produire moins, va faire moins de photosynthèse. Ouais. Si ton sol n'est pas en santé, tu sais, un sol compacté à 15 cm, la plante ne se développera pas bien. La vie dans le sol va être affectée aussi. On en a tellement des problèmes de compaction là, au Québec, au Canada. Là.
Puis c'est un problème direct pour la rentabilité du producteur, mais puis ça prend tellement pas grand-chose de sortir l'appel puis de faire un diagnostic, là, sans trouver quelqu'un qui est capable de le faire un diagnostic. Si on a besoin de faire un sous-solage, on en fait un, puis après, on change nos pratiques pour pas se retrouver avec le même problème dans 5 ans. Fait que ça, je pense que déjà, là, si les producteurs, productrices, agronomes aussi, pensaient à sortir leur pelle plus souvent, ça serait un gros plus. Ça serait un bon pas. Ouais. Ben, merci. Puis, tu sais, je pense qu'on va revenir aussi plus tard comment ça peut se réaliser aussi dans l'application, là, concrètement, dans la vie des producteurs et productrices et même pour les agronomes. J'aimerais ça qu'on vienne un peu, c'est ça, avec toi, Étienne, pour se pencher. Oui. Pour se pencher, c'est ça, sur vraiment comme la vie microbienne du sol. Puis aussi, peut-être un peu comprendre justement cette dynamique-là, vraiment au niveau comme microbien, de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une perte de diversité, une perte de matière organique, tu sais. Oui, mais justement, ça, c'est intéressant parce que ce que tu disais, c'est que, tu sais, il y a un lien entre la matière organique et la vie du sol. Tu sais, c'est un sol, c'est juste du sable, là, qu'il n'y a plus de matière organique, mais il n'y a probablement pas beaucoup de vie non plus là-dedans. Là. Je n'ai pas besoin de sortir mon microscope. Je peux déjà te le dire, mais fait que, tu sais, il y a un lien entre tout ça, tu sais, puis aussi, tu sais, si tu as des écosystèmes ou des agro-écosystèmes plus diversifiés, mais ça aussi, ça augmente la diversité microbienne. Puis là, ça fait en sorte que les microbes souvent être plus actifs, mais aussi, il va y avoir une genre de police d'assurance contre les changements climatiques. Ce qui veut dire, là, c'est s'il y a plus de diversité microbienne, ça veut dire qu'il y a plus de microbes qui vont faire les mêmes choses dans le sol. Fait que là, disons, il y a un microbe qui fait telle fonction, bien, il y en a un autre qui le fait aussi, puis il y en a un autre qui le fait, il y en a un autre. Puis là, si jamais il arrive une sécheresse, bien, il y en a probablement un de ces quatre-là là, qui va être capable de quand même travailler sous des niveaux de sécheresse plus élevés. Fait que ça, il y a ça qui est super intéressant. Mais c'est sûr que, tu sais, la monoculture, puis l'usage d'herbicides, puis de pesticides, puis d'engrais de synthèse, tout ça, ça se fait une sélection vers un certain type de microbes. Ouais. Donc, ça réduit la diversité. Il y a une sélection qui est faite pour ceux qui sont capables d'être dans ce genre de conditions qui sont quand même assez perturbées, qui sont loin de leurs conditions naturelles. Fait que c'est certains microbes qui sont adaptés. Puis là, bon, est-ce que c'est les mieux? Peut-être pas, mais le mieux, comme encore, là, l'idée, ça serait d'avoir une bonne diversité. Fait que là, ben, t'as probablement des représentatifs d'à peu près tous les genres de microbes qui pourraient exister. Tu as une bonne diversité. Fait que là, si la plante a besoin d'un partenaire pour, je sais pas moi, faire cycler l'azote ou quelque chose comme ça, ben le microbe est déjà là dans le sol. Il n'y a pas besoin de l'ajouter ou de quoi que ce soit. Là. OK. Puis juste pour venir faire peut-être une petite analogie, ça, qui va peut-être aider les gens qui nous écoutent, puis tu pourras me corriger aussi, Étienne, au besoin. Est-ce que justement d'avoir cette diversité-là, ça agit un peu comme un genre de système immunitaire aussi, ou est-ce que tu peux mieux résister peut-être autant des conditions plus extrêmes ou plus perturbantes au niveau des organismes-là que à, mettons, des trucs plus pathogènes? Là. Je ne sais pas si le terme est exact dans ce cas-ci. Non, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Tu as des études qui montrent que justement, plus tu as une bonne diversité, plus tu as une genre de résistance aux pathogènes. Puis tu as ça aussi dans le microbiote humain. Là, on en entend parler beaucoup, le microbiote humain. Là, puis là, bon, si tu as une bonne diversité, une bonne flore intestinale, ben, tu vas être plus résistant aux pathogènes. Puis là, l'exemple classique, c'est quelqu'un qui va prendre des antibiotiques, ça va dépléter sa flore intestinale. Puis là, bon, il va y avoir Clostridium difficile qui va s'installer là, puis il va y avoir des diarrhées à répétition. C'est un peu, si je peux faire une analogie, c'est comme une gang d'adolescents ou un petit peu des jeunes délinquants qui sont dans le métro. S'ils sont tout seuls dans le métro, ils vont commencer à faire des graffitis. Mais si c'est à l'heure de pointe, il y a comme il y a beaucoup de monde qui sont juste là, puis là, ils vont se tenir un peu tranquilles. même s'il n'y a pas, il y a personne il n'y a pas de police là-dedans, c'est juste le fait qu'il y ait d'autres organismes, que
la niche écologique est occupée, mais là, ça fait en sorte que les pathogènes se tiennent plus tranquilles. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, ouais. C'est une bonne analogie aussi pour pouvoir comprendre tout ça. Puis sinon, tu sais, justement, dans un cas où on perd des sols, ou plutôt on perd de la qualité au niveau du sol, admettons, autant pour la vie organique que pour même la culture en tant que telle, quand on pense à des sols qui, des fois, ont été comme contaminés, puis qui ne sont plus utilisables, c'est quoi nos solutions, mettons, face à ça? Y a-t-il quelque chose qui existe? Ah oui, mais c'est sûr, il y a tout le... C'est un sol contaminé, tu peux le pelleter puis aller l'enfouir quelque part ailleurs. Ce qui se fait, des pratiques qui se font. Ça, oui, je ne vais pas me faire d'ennemis, là, mais c'est une pratique classique, là. Okay. Mais il y a d'autres méthodes qui, justement, utilisent les microbes pour décontaminer le sol. Là. Ça dépend aussi c'est quel type de contaminant. Là. Si on parle de contaminants organiques comme, je sais pas, du pétrolier, là, des hydrocarbures ou du diesel, n'importe quoi, mais il y a des microbes qui sont capables de dégrader ça. Ils vont le minéraliser, fait qu'ils vont le transformer jusqu'en CO2. Ça va s'en aller en CO2. Okay. Donc, il y a différentes façons de faire ça. Une des façons, moi, j'ai travaillé beaucoup en phytorémédiation. Fait qu'on on prend des plantes, on les met dans le sol, puis là, la plante va interagir avec les microbes, elle va les stimuler, parce que la plante va transférer une partie de ses photosynthétas, fait que ce qu'elle fixe avec la photosynthèse, elle va le transférer aux microbes, ça va les stimuler, puis là, eux autres vont dégrader les hydrocarbures pétroliers dans le sol. Wow, c'est pas magnifique, ça? Oui, c'est magique, mais c'est ça, c'est une méthode qui est... tu sais, c'est biologique, fait que c'est plus dur de prédire combien de temps ça va prendre. Fait que là, c'est pas nécessairement adapté pour, mettons, tu veux décontaminer la station-service puis construire des condos, là, tu sais. Tu peux arriver là de ça va prendre... des contracteurs patients. Oui, c'est ça. Tu peux dire ça va prendre entre 0 et 15 ans, là. C'est tout ce qu'on peut dire. Puis, c'est peut-être plus rapide de prendre un camion puis d'envoyer ça ailleurs, mais disons comme, mettons, dans l'est de Montréal, où est-ce qu'il y a juste des friches industrielles, où est-ce que tu peux juste, regarde, on va planter des... Nous, on a utilisé des saules, c'est beau, ça fait une petite forêt en plus, tu sais. Puis après ça te décontamine ça tranquillement, puis après ça, t'as déjà ça de fait, là, tu sais. Moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Est-ce que je peux me permettre? Oui, vas-y. Là, on parle des micro-organismes qui vont venir vraiment minéraliser au complet les hydrocarbures, par exemple. Mais il y a de la phytorémédiation, je ne me trompe pas aussi, qui se fait par la plante, que la plante est capable d'extraire certains contaminants dans le sol. Ça se peut-tu? Exact. Moi aussi, j'ai une question. C'est qui, Guillaume? Ah, excuse-moi! Non, mais je pense que c'est moi. Oui. Bon, c'est correct. Je vais m'appeler Guillaume pour aujourd'hui. Non, excuse. Alors, c'est correct. Mais oui, c'est ça. Non, oui, exact. Il y a aussi, là, je parlais des hydrocarbures pétroliers, mais tu as aussi, des fois, les métaux lourds qui peuvent, eux autres, être absorbés par la plante puis être immobilisés dans leurs racines. Même, il y en a certains qui vont aller dans les parties aériennes, vont être transloqués dans les parties aériennes. Fait qu'il y a... Oui, c'est ça. La plante a un rôle à jouer. Ça dépend du contaminant. Là. Tu sais, souvent, les microbes sont souvent plus adaptés à dégrader le contaminant, mais pour l'immobiliser dans quelque chose, la plante peut-être est mieux adaptée à ça. Quoique encore, les microbes vont changer l'état d'oxydation des différents trucs, donc leur mobilité dans le sol. Fait que... Après, moi, je me suis toujours questionnée. J'avais lu que les cucurbitacées étaient bons pour faire la phytoremédiation. Okay. Ben oui, mais après ça, je me suis dit, puis après qu'on les mange. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exact, c'est une bonne question. Non, mais ça dépend c'est quel contaminant, puis c'est de quoi qu'on parle exactement, parce que certains vont rester dans les parties racinaires. Donc, tu veux pas faire pousser les carottes, là. Mais il y en a d'autres comme ça va peut-être pas se rendre aux fruits, tu sais. Fait que dans ce sens-là, ça pourrait être quand même correct, mais c'est sûr que je recommande pas de partir des potagers dans une ancienne raffinerie de pétrole. Là. Il y a quelque chose là-dessus. Je me rappelle, à Montréal, il y avait une trolley de jardins communautaires, jardins collectifs, jardins communautaires. Puis un moment donné, il y a un grand projet de tester les sols sur ces parcelles-là. Puis tu as réalisé qu'il y en avait plusieurs qui étaient contaminés. Ils ont dû en fermer plusieurs. Dans d'autres qui étaient moins pires, ils conseillaient certaines cultures puis ils déconseillaient d'autres. Genre les légumes-feuilles, si tu cultives ça, mange pas ça, tu sais. Alors que si on parlait de petits arbustes, arbres à fruits, là, c'est quelque chose que le fruit, finalement, supposément qu'il n'y avait pas trop de contaminants dedans. Il y avait une certaine série de recommandations
Fait que ouais, c'est ça. Si on cultive en sol contaminé, il faut se soucier du fruit qui en sort. C'est ça. Idéalement, tu cultives pas en sol contaminé, là, mais c'est ça, les jardins communautaires, ça, souvent, c'est des bouts de parcelles qui sont. Souvent, c'est à côté des tracks ou à côté d'anciennes autoroutes. Fait que c'est ça, c'est contaminé. Puis là, bon, comme tu dis, ça dépend de la plante, du contaminant. Puis ça. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est pas les terres idéales. Là, mais après, nos sols agricoles, on les teste pas pour ces contaminants-là non plus. Qu'on a peut-être plus de sols agricoles contaminés qu'on pense. Peut-être, oui, mais je sais pas. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a aussi toute la question des pesticides puis tout ça, ça. Les résidus de dégradation, des pesticides. Il y a ça, métaux lourds, je sais pas, là, mais c'est sûr qu'il y a une autre problématique. Ben, par exemple, dans le lisier de porc, il y a pas mal de cuivre, là. À cause de la régie d'élevage du porc. Donc, dans le lisier, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même passablement de cuivre, puis on commence à se demander si... à force d'appliquer du lisier de porc riche en cuivre sur le sol, le cuivre a un effet antimicrobien en plus. Ben oui, c'est ça. Exact. Fait que ça peut pas finir par avoir un effet. Même au niveau des champignons, là, je sais que mettons dans les espèces de techniques un peu plus vraiment vieille école, là, qui n'est pas applicable à grande échelle, mais tu sais, des fois, quand il y avait certains types de champignons qui se développaient, c'est ça qui faisait mettre des tiges de cuivre genre dans le sol proche des cultures pour venir essayer de neutraliser. Ben, je pense même un des premiers pesticides ou fongicides, c'était du sulfate de cuivre. Puis je pense qu'il l'utilise encore en... je pense même ça serait le seul pesticide en bio. La bouillie bordelaise qui est un mélange de ça. C'est ça, fait que là, c'est ça, tu sauves un problème avec un... c'est ça. On n'est pas sorti du bois. Mais juste pour remettre un peu les bases aussi sur de quoi on parle, phytoremédiation, veux-tu nous faire une petite définition vulgarisée de ce que ça représente? Oui, mais ce qu'on entend par là, c'est l'action combinée d'une plante puis des micro-organismes. Fait que c'est la rémédiation d'un sol en utilisant l'action de la plante. Puis là, il y a différentes sous-saveurs à la phytorémédiation. Tu as la rhizorémédiation, qui est les racines avec les microbes. Tu as la phytoextraction, qui est justement ce que Marie-Élise disait, c'était t'as la plante qui va aller extraire les métaux lourds du sol. Puis tout ça, t'en as différentes saveurs comme ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment l'utilisation d'une plante pour remédier. Mais ça, c'est ça que la plante ne vit pas seule. Ça n'existe pas une plante sans microbes. Fait que c'est la plante et son microbiote qui vont aller agir puis faire la rémédiation de l'environnement. OK. J'ai une petite question d'actualité. Après ça, je te laisse, on reprend le cours du podcast. Mais c'est qu'il s'est passé quelque chose récemment dans l'actualité en Ohio. Gros, comme je ne sais même pas comment on peut appeler ça, c'est un scandale de déversement, un accident qui est arrivé, des résidus chimiques d'un train qui transportait ça, qui s'est allé partout sur le territoire. Là, on sent qu'il y a beaucoup de sols contaminés qui vont avoir lieu dans ce coin-là. Est-ce qu'on peut imaginer des solutions de phytorémédiation qui vont pouvoir... s'installer là? Ben, ça pourrait, là, ça dépend, si tu veux remédier le sol tout de suite, ça dépend c'est quel contaminant, là, c'est des hydrocarbures pétroliers puis qui sont relativement dans la partie supérieure du sol parce que tu as d'autres trucs que ça va juste descendre dans la nappe phréatique. Là, fait que c'est ça dépend. Il faut voir c'est quoi le contaminant exactement. Là, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Si tu es au milieu d'un champ, tu peux dire je vais planter des saules puis dans 15 ans... je vais faire des chaises avec, puis ils sont peut-être contaminés au plomb, mais c'est pas grave. C'est ça. OK, je comprends. Puis moi, j'aurais aimé ça me pencher sur, premièrement, savoir un peu avec toi, est-ce que c'est un champ de recherche qu'on pourrait qualifier de plus récent? Ça fait combien de temps à peu près que c'est étudié? La phytorémédiation, ça fait quand même un bout, là. C'est sûr que tout ce qui est microbiologique, il y a comme une révolution, quand même, il n'y a pas si longtemps, avec toutes les méthodes moléculaires, parce que, traditionnellement, les microbes, là, tu as le plat de pétri, tu les fais pousser, puis là, tu peux les compter, puis les regarder, regarder leur couleur, lui, il est beau, tu fais une collection, là, tu mets ça au congélateur. Mais ça va juste chercher une petite partie de la diversité du sol, là, fait que c'était... Puis là, après ça, on a eu les méthodes moléculaires qu'on a été capable d'aller regarder directement, par exemple, l'ADN dans le sol. Fait qu'on peut aller extraire l'ADN du sol, puis on peut dire tous les microbes qui sont présents dans notre échantillon.
Donc ça, ces nouvelles techniques-là, c'est vraiment révolutionnaire dans le sens qu'on peut regarder à l'entière diversité, puis on peut aller voir aussi en même temps c'est quelles fonctions, quels gènes qu'ils ont, puis tout ça, on peut regarder leur génome, tu sais. Fait que là, je te dirais, phytorémédiation, ça existe depuis longtemps, mais disons, de pouvoir vraiment aller puis zoomer dans les microbiotes de ces plantes-là, puis c'est quoi leur rôle, puis c'est quoi l'interaction entre les deux, ça, c'est quand même un champ de recherche quand même actuel, là. Nice. Wow. Ouais. Puis, justement, est-ce qu'on pourrait parler un peu, c'est quoi comme les grands coups, mettons, de la phytorémédiation, tu sais, dans les dernières années? Est-ce que, tu sais, comme concrètement, des endroits qui auraient été justement nettoyés? Ben, tu sais, il n'y a pas eu... tu sais, souvent, c'est des endroits, comme je te dis, qui sont un peu des friches industrielles. Là, dans l'est de Montréal, là, si vous regardez les travaux là, de Michel Labrec, lui, il est au Jardin botanique de Montréal. Oui, Ils ont fait beaucoup de travaux là-dessus, justement, dans l'est de Montréal. Des terrains de la ville qui veulent décontaminer pour éventuellement requalifier puis développer, là, tout redévelopper l'est de Montréal. Donc, ça c'est des exemples là, qui sont quand même assez intéressants. Puis nous, on avait fait d'autres travaux, mais c'était à plus petite échelle. On avait fait des plantations sur des terrains contaminés d'anciennes raffineries. Là. C'était à Varennes. Fait que là, on a mis des saules, mais c'est assez impressionnant. Les saules, là, ça pousse de 2 mètres par année à peu près. Là, c'est fou. Ouais. Hein? Oh my God. Après, notre bambou du Québec. Après, j'ai une photo de moi. Là, moi, je fais 6 pieds 4, puis je suis dans le champ de après, je pense, 3 ans, puis les saules, ils doivent faire 15 pieds facile. Wow! Ouais. Quand même, c'est impressionnant. Non, ça pousse. Là. Est-ce que ça avait fait l'objet d'un reportage à la Semaine verte? Peut-être. Ah, C'est la publicité. On ne peut pas faire de la publicité pour une autre émission. Il ne faut pas les parce nommer. que je me rappelle être étudiante en agronomie puis voir un reportage là-dessus. Vous mesuriez les saules. C'est cool. fort possible. Puis justement, à quoi on peut s'attendre aussi dans le futur à venir en termes de phytorémédiation, une espèce de peut-être approfondir encore plus le potentiel, le bagage de plantes et de microbes qui peuvent effectuer un rôle, c'est quoi? Oui, mais c'est ça qui est super intéressant souvent, c'est qu'on n'a même pas besoin de rajouter des microbes. Ils sont déjà dans le sol contaminé. Il y a déjà des microbes. C'est juste question de les stimuler. OK. Fait que là, la plante, c'est un peu ça son rôle, c'est qu'elle va amener de l'oxygène, des éléments nutritifs, puis elle va changer un peu la structure du sol pour faire en sorte que les microbes soient capables de dégrader les composés, mais sont déjà présents. T'sais. Je te dis, par exemple, nous, on a fait des études aussi là, c'était pas de la phytorémédiation, c'était juste de la biorémédiation dans le Grand Nord canadien, à la base militaire d'Alerte. Ça, c'est comme la place la plus au nord tu peux aller quasiment. Okay. Ah ouais. Puis là, eux autres, qui avaient fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, là, ils avaient fait un accident, puis ils avaient cassé un genre de... Ils chauffent au diesel, là, c'est des génératrices, fait que là, il a cassé un petit pipeline, là, ou je sais pas quoi. Puis là, le sol était contaminé, puis là, moi, je faisais partie d'une équipe, on avait fait des biopiles, fait que là, on a fait juste des piles, on n'a rien rajouté là-dedans, on a juste mis des nutriments, puis juste le fait de tourner le sol, ça a décontaminé le diesel. Ah, ouais. Mais il fait fret là-bas, là, fait que ça marchait 2 mois par année peut-être, mais même après quelques années, c'était tout disparu. C'était aussi de la volatilisation, c'est sûr, là, c'était pas juste de la bio, mais... Ouais. Fait que, c'est ça, il n'y a pas nécessairement besoin de nécessairement rajouter. Je pense que dans ce domaine-là, les barrières, c'est plus par rapport à l'adoption de ces méthodes-là, parce que souvent, les gens ont un background un peu plus d'ingénierie, moins de biologique. C'est ceux qui sont responsables des décontaminations, souvent, c'est des firmes d'ingénierie. Fait que là, eux autres, ils aiment ça. Ils peuvent calculer combien de camions, combien d'heures de pépines qu'il me faut. Puis là, si je pèle ça, puis je mets ça dans un truck, j'envoie ça là-bas, ça me coûte tant, c'est fini. T'sais. Ça se calcule bien. Ça se calcule bien. C'est un beau chiffrier Excel. Là, mais tu sais, phytorémédiation, regarde... C'est ça. Ben, ça va prendre. On va planter ça. Ça va te prendre peut-être un gars planter des saules, puis après ça, ben d'ici 5-10 ans, là, peut-être, ça va être décontaminé. Mais c'est ça aussi. C'est le côté, peut-être, si on connaîtrait encore mieux toutes les conditions, c'est que c'est tellement complexe, l'interaction plante-microbe contaminant, ben, on pourrait mieux prédire, peut-être. Ça serait quelque chose d'intéressant si on pouvait dire, regarde, j'ai fait une analyse de ton microbiote, de ton sol contaminé. Je te dis tel sol, dans 5 ans, c'est fait. Si on est capable de dire ça, ça serait déjà, je pense que ça augmenterait l'adoption, exactement.
Super intéressant. Sinon, ça me fait quand même penser, tu dis, tu as parlé de biopiles là, dans le Grand Nord. Finalement, on a fait une pile avec ça. Tu as dit que les techniques qui sont utilisées généralement, mais aujourd'hui, maintenant, c'est sortir de la pépine, mettre ça dans un camion, puis aller domper ça en pile, quelque part. Souvent, il y a des c'est même pas en pile, là, c'est comme des sites d'enfouissement spécialisés que tu fais juste... C'est ça. Est-ce qu'on peut, là-dedans, est-ce qu'on peut amener des projets de phytoremédiation, tu sais, tant qu'à aller disposer quelque part? Oui, tu pourrais dire, regarde, on fait, ça s'appelle, tu as le in situ, là, qui est sur le site même, puis tu as le ex situ, fait que tu pourrais pelleter ton sol puis aller le décontaminer avec des façons biologiques à l'extérieur du site, parce que c'est ça, c'est un site comme en ville, ben tu veux pas attendre que ça décontamine, mais tu peux l'amener ailleurs puis dire, bon... On le décontamine. Oui, ça, tu pourrais faire justement les piles, tu sais, des piles, des biopiles, ça se fait, ouais. OK. Ouais, super intéressant. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne un peu en arrière, puis qu'on vienne aussi avec toi, Marie-Élise, parce que tantôt, tu parlais, tu parlais dans le fond des pratiques qu'on pourrait adopter dans le fond pour limiter la dégradation des sols puis la perte de biodiversité. J'aimerais ça qu'on comprenne aussi, tu sais, au niveau vraiment du savoir de comment apprendre ces techniques-là, comment ça se passe. On sait que ça se passe avec des agronomes en tant que tels, mais c'est quoi un peu leur rôle dans cette diffusion du savoir-là? Oui. Ben c'est vraiment une grande question. C'est vraiment une grande question. Écoute, tu sais, le savoir, oui, il y a les agronomes, mais il y a les producteurs aussi là, qui ont tout un bagage, tu sais, qui connaissent leur sol puis leur système mieux que n'importe qui d'autre. Après, les chercheurs, nous, on joue un petit rôle aussi, qu'on essaie de répondre à des questions que les producteurs ou les conseillers peuvent se poser. Puis il y a les conseillers, tu sais, qui sont supposés faire le pont un peu entre la recherche puis le producteur. Dans les faits, est-ce que ça se passe comme ça? C'est plus difficile. Tu sais, on évolue tous dans notre réalité. Les producteurs sont à côté comme ça se peut pas. Là, tu sais, et ils travaillent comme des fous dans les opérations terrain, dans la gestion de leur entreprise, etc. Les conseillers, il y en a très, très peu qui sont formés adéquatement en sol. Hein. Nous, je ne sais pas pour McGill, mais à l'Université Laval, il y a environ seulement 5 % de nos étudiants en agronomie qui choisissent les sols. Okay. Donc, ça fait en sorte que sur le terrain, on a vraiment une infime proportion d'agronomes là, qui ont une formation pour dire, je vais faire de l'accompagnement, je vais creuser un trou, je vais faire un diagnostic, je vais faire de l'accompagnement pour la gestion des sols. C'est une ressource qu'on a presque pas, là. Puis après, ben c'est ça. Le transfert du savoir peut se faire de plein de façons. Une des façons qu'on voit qui est la meilleure, en fait, c'est le transfert entre producteurs. Fait que on a nos producteurs innovants, finalement, qui sont en avant de la parade, qui essaient des trucs chez eux, qui se plantent souvent à leurs propres frais. Mais ça. Après, quand ils trouvent une formule qui marche, ben là, le voisin commence à regarder. OK, il y avait une sécheresse. Chez nous, ça n'a pas poussé, mais chez le voisin, ça a poussé. Qu'est-ce qu'il a fait que moi, j'ai pas fait? Fait que là, ça commence à s'entraîner comme ça. Fait que c'est ça. De plus en plus, on essaie de faire une espèce de triangle d'or entre les chercheurs, les conseillers puis les producteurs pour vraiment favoriser le transfert. Mais c'est difficile, tu sais, parce que pour nous, les chercheurs, ce qui compte, c'est les papiers qu'on va publier dans les bonnes revues scientifiques. Bon, fait que, tu sais, on vit tous un peu à travers ces réalités-là. Mais voilà, là, le rôle de l'agronome, finalement, c'est d'essayer de faire le pont entre les chercheurs puis les producteurs. L'autre enjeu qu'on a en agronomie, bien entendu, c'est le rôle de l'État qui a beaucoup changé là, au cours des dernières décennies en agriculture. Donc avant, je parle des producteurs, moi, des fois, qui ont une 50aine d'années puis qui disent « Hey, moi, dans le temps, j'appelais au MAPAC, le conseiller du MAPAC venait chez nous, tu sais, gratuit, il me faisait un accompagnement pour la gestion de mes sols et tout. Là, tranquillement, le gouvernement s'est un peu retiré de ça, puis ça a laissé plus de place à l'industrie. Puis là, loin de moi l'idée de démoniser mes collègues qui sont agronomes pour l'industrie, mais c'est juste que leur rôle, à eux, ce n'est pas de faire de l'accompagnement en gestion agro-environnementale et en santé des sols. C'est l'accompagnement par rapport aux produits que eux... C'est ça, les fertilisants, les pesticides, etc. Ils connaissent ça, puis bon, ils accompagnent le producteur, c'est parfait, mais ça ne fait pas partie du mandat de l'industrie de faire de l'accompagnement agro-environnemental. Le problème qu'on a, c'est que légalement, un producteur peut faire affaire strictement avec un agronome issu de l'industrie, et c'est gratuit. Après, le gouvernement finance les groupes conseils en agro-environnement. Donc, le producteur peut aussi faire appel à un agronome qui est dans un club conseil en agro-environnement puis qui a peut-être des meilleures connaissances ou dont le mandat inclut le fait de faire un suivi au niveau de la gestion des sols. Par contre, c'est un service qui est payant.
Donc là, il y a cette espèce de disparité-là là, qui fait qu'en faveur peut-être un peu là, des conseils de l'industrie. Puis ben, là, après, il y a les conseillers du MAPAC qui sont encore présents, mais qui ne peuvent pas répondre à la demande là, au nombre qu'ils sont. Ils ne peuvent pas répondre à la demande à la grandeur de la province. Mm-hmm. Puis comment ça aussi, pourquoi dans le fond, est-ce que, du moins à l'Université Laval, est-ce que toi, tu as un peu une explication pourquoi si peu d'agronomes vont se spécialiser vraiment en termes en sciences des sols? Hein? C'est une bonne question. On sait pas. Hein? Ben oui, on le sait un petit peu quand même. Tu sais, à la base, le sol, c'est moins sexy, là. Tu sais, les animaux. Oui, c'est ça. Ben les plantes. Moi, j'ai appris le nom, j'ai fait un herbier. Mais tu sais, les sols, avant, tu sais, pareil pour moi, je rentrais en agro, j'allais pas en agro pour étudier les sols. Tu sais, j'avais jamais entendu parler de tout ce qui se passait dans les sols. Puis tu sais, on en parlait, on parle tellement moins des sols qu'on parle des plantes ou des animaux, tu sais. Pourtant, c'est ça, c'est là, puis c'est merveilleux, puis c'est tellement complexe. Puis je pense que, tu sais, quand on en entend parler, puis quand on creuse, puis quand on regarde, puis quand on s'y intéresse, c'est tout aussi fascinant. Mais tu sais, à la base, je pense que c'est ça, c'est un petit peu moins sexy. Puis ça demande aussi, comme je disais tantôt, c'est tellement des écosystèmes complexes, puis beaucoup dans le microscopique aussi, tu sais. Nous, les cours à l'université en sol, ben il y a beaucoup de cours en physique, tu sais, tout ce qui est drainage, irrigation, physique des sols, transport des solutés. Après, il y a des cours en chimie aussi, beaucoup. Tu sais, ça demande d'intégrer quand même des notions scientifiques assez poussées, ouais, pour être capable de faire un bon accompagnement, là. Donc, des fois, même juste, tu sais, les étudiants, ils regardent ça, puis bon, ça leur tente plus de faire, tu sais, un herbier ou de faire un cours en physique du sol. Fait que des fois, la voie de la facilité est un peu, prend le dessus un petit peu. Mais je pense, moi, j'ai espoir pour le futur quand même, là. Je pense qu'on commence à parler plus des sols, puis j'espère que ça va faire une différence parce que les actes professionnels agronomiques, là, il y en a beaucoup qui sont liés au sol puis à la gestion des sols. Fait que, à partir du moment aussi, je pense, où les jeunes agronomes vont se rendre compte de l'importance pour la profession là, de ces notions-là, ben peut-être aussi. Ça va encourager, ça va faire boule de neige, puis on croise les doigts, effectivement. Puis, juste pour comprendre aussi un peu plus, parce qu'on le sait que, justement, à travers les années, même les conseils agronomiques aussi ont beaucoup changé avec les pratiques, avec notre monde contemporain qui a changé lui aussi, puis les notions qu'on a apprises. Comment ça, dans le fond, il y a certaines pratiques qui peuvent être qualifiées aujourd'hui de plus dommageables, mais qui étaient quand même préconisées malgré tout à l'époque lorsqu'on demandait des conseils? Parce que c'était rentable sur le court terme. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu pars avec un sol super riche, tu sais, qui vient d'être défriché, plein de matière organique et tout, tu te mets à labourer, et là, ça minéralise. Mais là, quand ça minéralise, ça chauffe de l'azote, des éléments nutritifs, etc. Les plantes poussent bien. Puis là, les nouvelles technologies, les pesticides et tout, tu appliques ça, ça te claire ça. Tu sais, fait on peut pas juger ce qui s'est fait dans le passé. Là, tu sais, ça marchait. Puis ça marchait. C'est juste que sur le long terme, on n'a peut-être pas pensé que, bon, c'est sûr que si mon sol minéralise à fond Léon pendant 10 ans, ben ça se pourrait qu'au bout de 20 ans, je me retrouve avec un... épuisé. C'est ça. Ça se peut qu'il finisse, c'est ça, par être essoufflé. Mais tu sais, c'est ça. On peut pas juger ce qui s'est fait avant. On peut juste faire le constat là puis essayer de réfléchir différemment pour le futur, je pense. Absolument. Puis, justement, peut-être pour mettre aussi ça en perspective, j'imagine dans un sens que même l'agronomie en tant que telle, c'est pas un métier qui date de je sais pas moi, des centaines d'années dans un sens. C'est le métier d'agriculteur et agricultrice, oui, mais même l'agronomie, est-ce que tu sais à peu près au Québec, à partir de quand il y a vraiment eu comme un ordre des agronomes? Je sais que là, je te prends peut-être de cours, là, mais... L'ordre sera pas fier. OK, ben, on oublie ça. On part c'est ailleurs. correct. Donc, comment allez-vous? Non, ben, je pense que d'abord, on va passer du secteur agronomique vraiment plus vers les producteurs, productrices, parce que justement, on parle de conseils qui ont été plus dommageables en tant que tel au niveau du sol. Puis aussi, je pense qu'on a souvent tendance, lorsqu'on parle de comme ça va mal au niveau des sols, ça va mal au niveau de l'environnement, on pointe souvent dans l'agriculture dite conventionnelle les producteurs du doigt, mais comme à quel point c'est légitime en même temps de les pointer du doigt puis de remettre un peu toute la responsabilité sur leurs épaules, alors que c'est des gens qui malgré tout essayent de vivre, de faire vivre leur famille. Puis, oui.
Ah oui, c'est complètement fou. Tu sais, les producteurs, aujourd'hui, là, on leur demande vraiment de porter tous les chapeaux. Là. Et c'est rendu des gestionnaires d'entreprise. Il faut qu'ils soient bons en comptabilité, il faut qu'ils soient bons en gestion des ressources humaines, il faut qu'il y ait des notions en mécanique, en météorologie, en biologie, tu sais. C'est fou, là. Puis ils travaillent comme des malades. Puis à la fin de l'année, ils ont de la misère à se tirer une marge, là. La plupart des producteurs agricoles, là, ils peinent à se garder la tête hors de l'eau là, au niveau financier. Les taux d'endettement sont complètement fous. On se ramasse avec des taux d'intérêt à la hausse. Ils évoluent aussi dans un marché... On évolue dans un marché ouvert. Hein? Fait que ils doivent être compétitifs avec des gens qui produisent des denrées alimentaires à des endroits où les contraintes ne sont pas les mêmes, où les conditions ne sont pas les mêmes. Fait qu'à un moment donné, ils n'ont juste pas le choix. Puis la tolérance au risque aussi, là, c'est bien beau d'avoir un chercheur avec son graphique qui arrive et qui dit « Oui, mais ce serait bien avec de culture de couverture. » Mais si lui, là, il a de la misère à se tirer une marge puis à nourrir sa famille, là, ça se pourrait-tu que de se dire « Je vais investir dans une machinerie pour semer mon engrais vert et peut-être que dans 5 à 10 ans, je serai plus compétitif par rapport à mon voisin puisque mon sol sera plus... » Tu sais, on est dans la gestion de crise, tu sais, puis ils sont dans les opérations au quotidien, tu sais, puis c'est ça. Au niveau, tu sais, de est-ce qu'on remet ça sur leurs épaules, tu sais, d'assurer la santé des sols, puis la qualité de l'environnement, etc., ben il y en a qui vont dire, tu sais, ben écoute, une entreprise agricole, c'est une entreprise, donc la responsabilité devrait revenir au producteur de s'assurer que son entreprise est viable sur le long terme. Ouais. Donc, ceux qui vont y arriver sur le long terme, ben dans le fond, leur investissement va avoir été rentable. Donc, c'est pas à nous de financer ça, c'est leur entreprise, etc. Ouais. Mais après, ben c'est parce que la santé d'un sol, c'est pas juste important pour le producteur. Ben non, exact. C'est important pour la nation. Ben oui, c'est important pour toi, pour moi. Absolument. Si on veut des aliments sains, si on veut un environnement sans pesticides, sans nitrates, si on veut boire de l'eau qui n'est pas polluée, ben tout ça, ça a un lien avec la santé de nos sols agricoles. Si on veut quelque chose dans nos assiettes dans 10 à 20 ans, si on veut maintenir comme nation notre capacité à produire la nourriture, je veux dire, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Fait que si on remet tout ça sur les épaules du producteur qui, lui, dépend des lois du marché, au final, on vient à être caduque un peu dans nos efforts à vouloir faire quelque chose de mieux. Puis, tu sais, sans nécessairement vouloir dédouaner de toute responsabilité les gens qui font ces pratiques-là. Je pense que, comme tu dis, ça serait intéressant de voir un meilleur support vers des transitions qui sont plus écologiques pour pas qu'ils aient à assumer tout seul les charges de ces transitions-là, puis d'essayer de faire la bonne chose. Parce que je pense que, même pour être franc, tu sais, avec Michael, tu sais, on vient d'une agriculture un peu différente, tu sais, où on est plus dans la petite échelle, le bio. Puis je pense qu'il y a un certain temps, on comprenait. Ben, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, je ne comprenais pas à quel point les producteurs et productrices qui faisaient ce boulot-là, malgré tout ce qui peut arriver, veulent quand même juste faire de leur mieux. Puis souvent, s'ils ont la chance de faire une pratique qui est meilleure, sans nécessairement avoir à assumer des contre-coups plus terribles, mettons, ou plus difficiles à assumer, ils vont le faire, tu sais. Donc... Oui, c'est sûr. Puis c'est ça. Si la décision qu'on prend, c'est de s'en retirer, ben après, on s'expose juste à la possibilité qu'il ne se passe rien. Oui, aussi. Puis ça serait catastrophique. Pas juste pour l'entreprise agricole, c'est catastrophique pour notre société. Pour ceux qui mangent, donc tout le monde. Pour tout le monde. La qualité de nos cours d'eau, la qualité de nos sols, la qualité de notre terre, c'est un bien commun. Là, ça appartient pas à une ou deux personnes. Il faut tous s'en préoccuper. Puis c'est important de comprendre ces enjeux-là. Donc, merci de venir nous éclairer par rapport à tout ça. Ben oui, absolument. Je pense écoute, ça a passé tellement vite. C'était vraiment intéressant. Merci encore. J'aimerais ça qu'on puisse, en terminant, peut-être aller plus vers justement, c'est quoi vos espoirs pour le futur chacun? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver, dans le fond? Pour vos recherches, pour votre vie, l'environnement, at large. C'est ça. Vous avez carte blanche. Tu peux y aller. Je vais te laisser commencer, Étienne. Oh non. Tu lances la balle. Je ne suis pas préparé de réponse. Non, mais en termes de recherche, puis ça, je le vois de plus en plus, moi, ça, j'essaie de faire, c'est quand je vais dans des trucs plus grand public ou parler avec les agriculteurs, les agronomes, j'essaie de sensibiliser au fait que il y a toute une richesse, une vie, mais la vie du sol, on l'entend de plus en plus, qu'il y a quelque chose de vivant là, puis que c'est quelque chose d'important
à prendre en compte parce que ça a une influence sur tout le reste des processus de l'écosystème. Fait que c'est vraiment ça, c'est disons, tu sais, les bactéries, puis c'était les premiers êtres vivants sur la Terre, tu sais. Ben oui. Puis là, ils sont comme, vu qu'on les voit pas, ils sont comme passés sous silence, mais ils sont partout, tu sais. Il y a rien qui existe qui a pas de bactéries dessus, là, à moins que peut-être tu aies un bubble boy, là, ou quelque chose, là, tu sais. Ça existe pas, tu sais, une plante, pas de bactéries, un humain ou un animal, pas de bactéries, ça existe pas. Fait que c'est vraiment qu'on prenne conscience de ça, puis ils ont un rôle fondamental comme engin biogéochimique dans toutes sortes de processus super importants. Fait que c'est de prendre en compte cette importance-là. Oui. Ouais, vraiment. Ben oui. Merci. Ben oui, c'est clairement un message qui devrait porter parce que c'est vraiment fascinant de se rendre compte qu'on vit dans un monde de bactéries, finalement, tu sais. Ben oui, On a longtemps pensé que c'était le monde des humains, mais non, on est dans un monde de bactéries, de ce que je comprends aujourd'hui. C'était quoi? C'était même, un moment donné, j'écoutais faire un petit aparté rapidement, mais je pense que c'était Boucard Diouf qui parlait, qui dans un autre épisode d'un podcast, en tout cas avec Guillaume Wagner, il lançait ça un peu juste comme image, que tu sais, l'être humain pourrait être dans un sens juste un véhicule à bactéries, tu sais. On est comme les taxis des bactéries, pour reprendre ton... Le nématode. Non, exact, c'est ça. Moi, j'ai comme vision, tu sais, mais je suis biaisé peut-être, là. Qu'on est juste un gros fermenteur à bactéries, là. C'est bon, ça, dans l'image. Ouais. Toi, Ben, moi, de mon côté, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, mais tu sais, j'ai 2 filles en bas âge, puis il y a des matins que je me lève, puis que j'ai plus d'espoir que d'autres matins. Mais tu sais, ce que je me dis, en ce moment, en plus, on a l'impression que l'adversité arrive un peu de tous les fronts, là, tu sais, la pandémie, la guerre, la crise climatique, la crise économique. Là, des fois, je les regarde, puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, dans quel monde ils vont vivre. Après, je me dis, ben, peut-être que c'est ça que ça nous prend, tu sais, collectivement, d'être tellement au bord du gouffre que, coudonc, on se dit qu'il est temps de changer de système complètement, tu sais. Parce que la réalité dans tout ça, c'est que c'est pas la faute du citoyen, c'est pas la faute du producteur, c'est même pas la faute à Trudeau ou au ministre de l'Agriculture, c'est quand on évolue dans un système qui est pas soutenable à long terme, tu sais. Puis ça, ben, ça va demander des changements majeurs. Puis moi, ce que j'espère, c'est que on se rende compte là, que ces signaux-là, c'est des signaux qui nous disent qu'il est temps qu'on repense nos systèmes. Ouais. Absolument. C'est bien dit. Puis moi, en tout cas, Ça de mon résonne côté, aussi. ça résonne certain. Puis j'ai l'impression qu'on a pu le vivre un peu. La pandémie en a été une crise, une adversité qu'on a tous vécue. Puis les changements qu'on a vus juste au niveau, c'est ça, de l'agriculture, juste en temps de voir plus de clients qui venaient à nos marchés, plus d'abonnements pendant une année, là, du moins, là, ça a redescendu un peu. Là. Mais pendant une année là, pandémique, là, on a vu les abonnements aux paniers bio qui ont explosé. Fait que, on voit des changements qui arrivent face aux adversités. Fait que, On le sait que, en tout cas, je pense que l'humain, de manière inhérente, a cette force-là, cette Adaptabilité. Merci. Face au changement, qui va nous permettre d'un moment donné à avoir aussi la force de regarder ces événements qui arrivent là, puis de prendre des actions conséquentes. Puis comme tu le dis, peut-être que ça arrive un petit peu plus près du gouffre, un moment donné, ça va être cette espèce de force-là, ce désir-là de survie qui va nous prendre. Moi aussi, c'est ça que j'espère. Mais merci beaucoup. Pour vrai, c'était super intéressant comme conversation. On a été choyés de vous avoir aujourd'hui, puis c'était un très bel épisode. Merci. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés et toutes celles qui nous ont écoutés à la maison. On espère que vous avez trippé autant que nous. Donc, merci de l'invitation. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Éradicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.